Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comment combattre la délinquance juvénile, un sujet au cœur de l'actualité. Il y a quelques semaines, nous en avions parlé avec Jérôme Legavre, député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, ainsi que Jean-Émy Girard, président du SNALC. Je vous propose de revoir cet entretien exclusif dans quelques minutes. Paris brûle-t-il? C'est le thème de l'exposition du Musée de la Libération de Paris à l'occasion du 80e anniversaire de cet événement historique. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Soutien d'écolier. Et cette semaine, son invité est l'humoriste et musicien Redouane Arjan. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec ce collégien qui a giflé son enseignant à Toulouse. Il est en garde à vue depuis hier. L'agression s'est déroulée lundi aux environs de 11h30. Cet élève de 3e perturbait sa classe lorsqu'il a été réprimandé par son professeur de technologie. Il s'est alors levé, il l'a agrippé et lui a donné 4 gifles avant de le menacer de mort. Les autres élèves ont tenté de s'interposer mais ils n'ont pas réussi à calmer l'agresseur qui ensuite a quitté le collège juste après les faits. Quelques heures plus tard, le jeune homme a même lancé un live sur TikTok pour se vanter de son geste. Évidemment, très choqué, l'enseignant et le principal du collège ont porté plainte. L'adolescent a été arrêté hier et mis en garde à vue. Il va être présenté à un juge dans les jours qui viennent et ne reviendra plus au sein du collège. Et depuis hier sur les réseaux sociaux, de nombreux sont ceux qui soulignent le caractère religieux de son geste. Oui, parce qu'en fait, l'agresseur vient d'une famille catholique, mais il avait récemment annoncé à ses amis sa conversion à l'islam. Mais selon une source policière, il s'agit davantage d'un besoin d'attention que d'une quelconque radicalisation. Une cellule d'écoute a été ouverte pour les 770 élèves de ce collège, habituellement tranquille, selon les témoignages de parents recueillis ces derniers jours. La violence des mineurs qui est toujours au cœur de l'actualité et ce couvre-feu, l'idée de ce couvre-feu pour les moins de 13 ans qui continue de faire son chemin. C'est déjà le cas en Guadeloupe où les mineurs sont actuellement soumis à un couvre-feu pendant 2 mois pour endiguer les affrontements entre bandes et les agressions de touristes. Ça l'est aussi à Béziers et à partir du 1er mai, ça le sera également à Nice pour les moins de 13 ans. Mais pour aller plus loin, Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains, veut surtout lutter contre le laxisme pénal et il propose de lever ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire cette disposition qui permet de diviser une peine par 2 si on considère que le délit de l'adolescent peut s'expliquer par son immaturité ou par son manque de discernement. Bruno Retailleau qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Il faut une sanction qui soit rapide, qui soit lisible et qui soit certaine. En France, on laisse les mineurs s'installer dans des parcours de délinquance. Eh bien, il faut imiter d'autres pays qui ont réussi, comme les Pays-Bas, qui ont des très courtes peines avec des sursis, révocables d'ailleurs automatiquement en cas de nouvelle condamnation. C'est une vraie épée de Damoclès. Mais plus vous allez intervenir tôt dans le parcours de délinquance du mineur, plus vous avez de chances justement de le récupérer. Et surtout, avec des courte peine de prison, vous les coupez de la meute. La meute, voilà. Protéger les adolescents, c'est le rôle de l'Office mineur qui tire la sonnette d'alarme sur les risques que courent nos enfants sur Internet. Avec cette phrase choc, heureusement, ils ne savent pas. Sous-entendu, ce qu'il se passe réellement sur les réseaux sociaux et quels sont les réels dangers à laisser nos enfants sans surveillance sur différentes applications. Cette phrase, elle est issue du livre de la commandante Véronique Béchu. Elle est chef du pôle stratégie de l'Office mineur. Et donc, ce livre s'appelle « Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne ». Elle était l'invitée de France Info ce matin et elle a expliqué le choix de cette accroche. Ça veut dire d'une part que c'est bien que on n'ait pas toujours conscience de ce qui se passe. Cette phrase, on se le dit entre nous parce que à chaque fois on a des dossiers qui sont de plus en plus glaçants en termes de faits commis. Mais par contre, on se dit maintenant qu'il est temps que la société prenne conscience de ce qui se passe réellement et des dangers auxquels font face les enfants lorsqu'ils sont en ligne. Véronique Béchu qui souligne le rôle central que doivent jouer les parents dans la protection de leurs enfants, connectés de plus en plus jeunes. Et sur ce sujet, je voulais justement vous partager le témoignage de Mathieu. C'est un auditeur des Grandes Gueules sur RMC. Il est chef d'établissement, père de 2 adolescents de 12 et 16 ans, avec lesquels il est très restrictif en termes d'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Et il constate au quotidien les dégâts que cela peut causer auprès de la jeunesse.
Je me rends compte dans mon métier de l'impact que ça peut avoir. Moi, j'ai géré cette année une situation très compliquée sur un réseau social. Voilà, c'est une affaire que j'ai déposée à la gendarmerie parce que c'était des faits quand même très graves. Et je suis absolument effaré du fait que aucun des parents, ou quasiment aucun des parents que j'ai contactés pour signaler ce problème-là, ne jetait un œil sur le téléphone de leur enfant. Et on parle d'élèves qui ont 13 ou 14 ans, quoi. Alors, il y a Google, il y a la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram, TikTok, Snapchat, toutes les classes aujourd'hui quasiment de France ont un groupe Snapchat ou un groupe WhatsApp qui est absolument hors de contrôle. Et cette affaire donc dont il parle, ce sont des vidéos de torture que ces enfants ont reçues via les réseaux sociaux. Et c'est dans ce contexte que lundi, la Commission européenne a menacé de suspendre une fonctionnalité de TikTok. Oui, parce qu'à la fin du mois de mars, le réseau social chinois a lancé une nouvelle application qui s'appelle TikTok Lite, une version pensée et optimisée pour les plus jeunes. Et le problème, c'est qu'elle propose une fonctionnalité qui récompense le temps passé sur les écrans, au risque évidemment d'augmenter l'addiction des mineurs. En gros, plus les ados regardent des vidéos, plus ils reçoivent des pièces virtuelles qu'ils peuvent convertir en cartes cadeaux. Bruxelles a menacé de suspendre ce programme de récompense dès demain. TikTok, lui, doit fournir à la Commission européenne un rapport d'évaluation des risques dans les prochains jours, faute de quoi la plateforme sera sanctionnée jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Direction les États-Unis maintenant, où plusieurs centaines d'étudiants ont été arrêtés. Sur les campus de Columbia, Yale, Cambridge, Berkeley notamment, des milliers d'étudiants pro-palestiniens manifestent depuis la semaine dernière contre la guerre à Gaza. Des rassemblements, des sit-ins qui ont donné lieu aussi à des confrontations violentes contre des étudiants pro-israéliens. Certains doyens ont eux-mêmes décidé de faire intervenir la police, ce qui a créé beaucoup de polémiques dans le pays. Dimanche dernier, à la veille de la Pâque juive, Joe Biden s'est exprimé sur ce sujet. Cet antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux et il n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires ni nulle part dans notre pays, c'est ce qu'il a dit. Puis il a dénoncé, je cite, « ceux qui ne comprennent pas ce que vivent les Palestiniens ». Une fois n'est pas coutume, on termine avec de la télé-réalité et le retour de Secret Story sur TF1 hier soir. Bah oui, c'est peut-être ça qui crée votre trouble. Mais que vient faire Secret Story dans ce JT? Parfaitement, j'avoue. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, évidemment, on n'encourage pas vos enfants à passer du temps en plus devant la télévision, mais c'est vrai que le retour de Secret Story est un petit événement, d'autant qu'il se positionne réellement comme un programme familial. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Moins de clash, moins de sensualité et plus de bienveillance. Vous allez le voir, les secrets sont bien moins trash. Alors on va peut-être faire plaisir à notre journaliste Guillaume Ouattara, puisque l'un des secrets est « Je suis l'inventeur du Kwakubé ». Vous savez, le fameux Kwakubé qui était une trend sur TikTok en 2023. Il y a également « Je suis la voix d'Harry Potter »,« Je suis athlète aux prochains Jeux Olympiques »,« Je suis championne de France de danse latine » ou encore « Je suis champion international de magie ». Voilà, Secret Story, c'est chaque mardi à 23h30 sur TF1. C'est tout pour le moment. Et c'était une petite brève un peu rigolote. Dans un JT, c'est vrai, un peu lourd. Voilà, on voulait rire un peu. Sourire en fait. Sourire, oui. Merci beaucoup Loïc. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Legavre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien professeur de lettres au lycée. Jean Monnet, je crois. C'est ça. Ville, Crépy-en-Valois, sud de l'Oise. Voilà. Et puis Jean-Rémy Girard, un fidèle de l'émission, président du SNALC. Merci beaucoup d'être là, Jean-Rémy. Merci. Toujours un bonheur de vous avoir. Alors ça y est, la menace. Si t'es pas sage, tu pars en pension, ça revient. J'ai l'impression que c'est une petite ritournelle. Un côté, ça marche plus, ça devient la mode, puis ça l'est plus. Qu'est-ce qu'on en pense, Jérôme? Le discours systématiquement culpabilisateur de ce gouvernement, très franchement, moi, m'insupporte. Je vais être clair tout de suite. Pour un député LFI, ça ne m'étonne pas tant que ça. Oui, ça n'est pas surprenant. Je m'attendais pas à votre discours. Non, mais je me rappelle en particulier la formule utilisée par Gabriel Attal le jour de son discours de politique générale. Tu casses, tu répares. Bon, on vient de prendre aujourd'hui connaissance du nombre de postes qui vont être supprimés, notamment dans l'éducation nationale, mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui ramasse, si je puis dire, puisque beaucoup de budgets ramassent en application des 10 milliards qui sont supprimés dans les budgets. Ouais. Ça avait été annoncé par Bruno Le Maire. Là, ça se met en œuvre, ça se met en application. Bon, ben écoutez, c'est eux qui cassent.
C'est eux qui cassent, en réalité. 692 millions annulés. Une petite réaction, Jérémy Girard, parce qu'évidemment, ça va coûter de l'argent, cette fameuse pension, même si elle devient gratuite, elle n'est pas gratuite pour le gouvernement. Ah non, de toute façon, les internats, à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Et puis, généralement, plusieurs personnes. Il y a les collectivités, pour la structure, les bâtiments, il faut des personnels à mettre dedans. Donc, effectivement, la politique des internats, qui peut être tout à fait intéressante, ça a des intérêts réels, l'internat. Néanmoins, c'est quand même, effectivement, très coûteux. Ces 692 millions, c'est absolument catastrophique. On était là, on devait supprimer des postes, finalement on n'en supprimait presque plus, et puis d'un seul coup on en resupprime. Et là on est sur beaucoup en fait, des moyens qui servent à payer en fin d'année, qui servent à trouver des remplaçants de dernière minute, entre guillemets, ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que ces suppressions, ça risque de donner des inclusions scolaires qui ne vont pas pouvoir être suivis d'effet, par exemple. Mais quel est l'argument de la ministre de l'Éducation et du Premier ministre pour ces 692 millions annulés, même si le sujet d'aujourd'hui, vraiment, ce sont les internats et le retour de l'autorité. Mais j'aimerais comprendre pourquoi autant de millions annulés, enfin supprimés donc en budget, alors qu'effectivement, il manque des professeurs encore, on a une vraie crise de la profession d'enseignant et fatalement un déficit financier. Je ne crois pas qu'il y ait d'argument. Il y a un problème surtout, c'est-à-dire qu'ils sont plantés sur les chiffres de la croissance et donc le budget est faux. À partir du moment où le budget est faux, ils sont forcément obligés de trouver des coupes budgétaires à faire. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, enfin c'est le premier employeur de France aussi, c'est près de 13 millions d'élèves qu'on a à gérer. Et à un moment, ils en ont pris un petit peu partout et quand même pas mal, effectivement, dans l'éducation nationale, ce qui est un vrai souci, puisque on est quand même un ministère en crise, tous les voyants sont au rouge, le bien-être au travail, les recrutements, ça marche quand même pas très bien aujourd'hui, le système éducation nationale, et effectivement, là, on risque de se retrouver. On ne va pas le voir là tout de suite, parce que ce n'est pas les postes au sens les collègues qui sont censés arriver sur des postes à la rentrée, mais ça risque de se voir sur des contractuels qui ne seront pas payés en novembre ou en décembre, par exemple, ou des personnes qu'on n'arrivera plus à trouver en fin d'année pour faire des remplacements. On a 60% des gamins, je cite, qu'on a retrouvés dans les émeutes qui sont élevés par une femme seule. Comment va-t-on appréhender la situation d'un gamin qui traîne dans la rue à 2h du matin à 13 ans si sa maman est solo, dépassée et fait le ménage la nuit dans les bureaux, s'interrogeait Éric Dupond-Moretti. Est-ce que cela suffit à légitimer ce retour finalement à l'autorité que l'on ressent aujourd'hui ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est un retour à l'autorité. C'est les arguments, enfin ce que vous venez de citer, en l'occurrence le garde des Sceaux, ce qu'a dit le garde des Sceaux, c'est une justification de toujours plus de mesures répressives. Moi, je suis élu dans une circonscription où le cas qu'il évoque, c'est le cas de milliers et de milliers de femmes et d'hommes. Il y avait un reportage, un très bon article qui a été publié dans la presse il y a quelques jours et qui évoquait la situation de cette femme qui quitte son domicile le matin à 4h30 du matin et qui rentre chez elle après avoir la plupart du temps d'ailleurs galéré dans les transports parce que les transports parisiens c'est juste l'horreur, et qui rentrait chez elle à 21h30 me semble-t-il, après une journée harassante. Bon, plus qu'harassante. Et j'insiste, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Livry-Gargan, là où je suis élu, elles sont des milliers dans cette situation. Donc évidemment, pour les gamins, comment voulez-vous qu'elles s'occupent réellement de leurs gamins ou dans de bonnes conditions quand en plus s'ajoute à ces conditions de travail et de vie que je viens d'évoquer, une précarité, une situation de pauvreté. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. C'est le bilan de ce gouvernement, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Que d'Emmanuel Macron ou aussi des présidents Alors, ils ont tous mis la main à la pâte. Ils ont tous mis la main à la pâte. Tous les gouvernements précédents ont mené des politiques... Tout le monde est à jeter, selon vous ? Oui. Oui, alors sans ambiguïté aucune. Vous pouvez remonter des décennies en arrière et pour ne remonter que à l'époque de Nicolas Sarkozy, les politiques menées par Nicolas Sarkozy en matière sociale étaient une catastrophe. Elles ont été poursuivies par le gouvernement Hollande. Elles sont aujourd'hui poursuivies et amplifiées par Emmanuel Macron qui, rappelons-le quand même, était conseiller de Hollande. Bon, donc il y a une continuité. Il y a une continuité et elle conduit au désastre. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, en 2017, avait fait campagne
sur la question de la réduction de la pauvreté. Il avait dit qu'il ne tolérait pas de voir un tel nombre de sans domicile fixe dans les rues, et notamment dans les rues de Paris. Le nombre de sans domicile fixe a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté, et encore une fois, c'est son bilan, c'est le résultat de sa politique. Donc, moi, vous savez, par principe et par conviction, je considère que sur ces questions, les questions dont on est en train de discuter, le point de départ, c'est d'éradiquer la pauvreté et d'éradiquer la misère. Ce gouvernement fait l'inverse. Revenons sur la question effectivement de l'internat, qui est en fait une proposition nouvelle effectivement du gouvernement et du ministère de l'Éducation en particulier, c'est-à-dire la gratuité de l'internat. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous? Alors, l'internat, c'est quelque chose qui peut avoir un réel intérêt, une fois encore, mais il faut qu'il y ait j'allais presque dire, il faut qu'il y ait un projet derrière, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi on va dans un internat. Ça peut être, souvent c'est parce qu'on a des études qui sont loin, que ce qu'on veut faire est très très loin de son domicile. L'internat pour, entre guillemets, l'idée de l'internat pour élèves violents ou pour élèves à problème, là on est plus dans le domaine de l'utopie, entre guillemets, parce que on va pas enfin c'est déjà pas forcément l'idée du siècle de les regrouper tous dans un internat, et d'autre part c'est très très compliqué à mettre en place. Il faut quand même des accords, et les familles ne sont pas forcément volontaires pour que leurs enfants aillent dans un internat. Donc c'est pour ça l'internat, ça se construit en fait avec la famille. Ça peut se construire avec des personnels dont on manque, qui sont les personnels des services sociaux. On est censé avoir des personnels de services sociaux au ministère, on en a très peu. Mais c'est une solution à proposer, c'est une solution qui coûte cher, on le redit. C'est pas vraiment une solution très nouvelle. Je me souviens de l'Internet sourdin, etc. Il y avait eu tout un battage médiatique là-dessus, ça commence à remonter. Mais c'est vraiment une solution qu'on redégaine assez régulièrement en disant on va faire des internats d'excellence, des internats de la réussite, des internats de ceci, des internats de cela. On se rend compte qu'on a du mal en fait à financer des places d'internat, et qu'on a parfois du mal à trouver les élèves pour aller sur les places à l'endroit où on les finance, parce qu'un internat, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de monde qui viennent au même endroit. Mais à la lueur de ce que j'ai cité dans les phrases effectivement, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous pensez qu'en fait ces internats sont plutôt faits pour les élèves qui sont difficiles, les élèves qui sont soit en difficulté effectivement d'apprentissage, en difficulté aussi de comportement finalement? C'est pour ça que c'est compliqué, parce que l'internat, c'est pas forcément synonyme de l'autorité. L'internat, c'est une modalité qui est généralement liée au fait qu'on est éloigné. La première idée de l'internat, c'est quand même que l'enfant est éloigné de sa famille, et que de ce fait, il ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs, donc il reste la semaine. Ensuite, il y a ces idées, effectivement, on en avait parlé sur les élèves radicalisés, choses comme ça, d'essayer de trouver des structures, de fabriquer ça. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où on en est au ministère de l'Éducation nationale sur ce dossier. Sur ce sujet, d'ailleurs. Ça n'a pas spécialement on est en train d'enquêter. Mais oui, nous, au SNALC, en tous les cas, on est tout à fait favorable au développement de la politique des internats, mais à partir du moment où il y a une demande réelle, où il y a un projet éducatif qui va avec, parce qu'on a ouvert des places d'internat et on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour les occuper, parfois. Ça, c'est pas très, très intéressant. Même sentiment aussi de votre côté, il n'y a pas de projet éducatif pour ces internats? Alors, je manque d'éléments précis concernant ces internats. J'ai plus le sentiment, moi, qu'on a affaire là, une fois de plus, à un effet d'annonce. Vous avez dit quelque chose qui me semble très important. Cette question des internats ne peut pas être déconnectée de la question du volontariat. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas contraindre une famille à placer son gamin en internat. Ça ne peut reposer que sur le volontariat. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais insister et que vous avez abordé à juste titre. C'est le manque absolument alarmant et désastreux de personnels sociaux et de personnels médicaux dans l'éducation nationale. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai commencé à enseigner en septembre 97. Dans le lycée que vous avez cité, tout à fait, dans le lycée que vous avez cité tout à l'heure. Dans ce lycée, quand j'ai commencé à travailler, en 97 donc, il y avait très exactement 3 CPE, une infirmière à temps plein, une assistante sociale à temps plein. Et combien d'élèves par classe? On était déjà blindé à 35.
35 ? Ah, c'était en lycée, c'était la règle, c'était 35 par classe. C'était beaucoup plus que maintenant, en fait. C'est toujours 35. Alors là, 35 j'allais dire... Oui, la région parisienne, on est toujours sur 35. Bien sûr. Dans mon lycée, on est entre 34 et 35 par classe. J'allais dire rassurez-vous. Non, justement, ça n'est pas rassurant. Mais on est à 35 et on est parfois plus. Moi, mes anciens collègues me disent, dans telle classe de seconde, on est à 36, 37, etc. etc. Donc, je l'ai dit, infirmière scolaire, assistante sociale et psychologue scolaire à temps plein dans cet établissement. Ce nombre de personnels qualifiés qui suivaient les jeunes, qui pouvaient identifier en lien avec les profs, en lien avec l'équipe de direction, les enfants, les jeunes qui étaient confrontés à des difficultés qui pouvaient parfois les conduire à des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour d'autres, eh bien, ils étaient suivis individuellement. Aujourd'hui, la moitié de ces personnels a été supprimée. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus en poste dans l'établissement. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer davantage. Quand vous supprimez des postes de personnel qualifiés comme les postes dont je parle là, vous ne faites pas ça sans casser des œufs et sans que ça ait des conséquences dramatiques. D'autant que si on réouvre ou ouvre des nouveaux internats, où va-t-on trouver ces fameux enseignants qui voudront travailler en internat, dans la mesure où déjà on n'arrive pas à trouver les enseignants qui veulent travailler dans les établissements publics ou privés, en tout cas publics sûrs? Les internats, c'est plutôt le côté, entre guillemets, hébergement, pour aller vite. C'est-à-dire que l'enseignement, que l'établissement est un internat ou pas, se fait de la même manière. Ce qu'il faut trouver, c'est plutôt les assistants d'éducation, c'est plutôt les surveillants, puisque c'est eux qui doivent surveiller l'internat. Et là, d'ailleurs, avec les économies qu'on est en train de faire à cause des mauvais 692 chiffres de la millions croissance, d'euros. ça va concerner les assistants d'éducation, ça va concerner aussi les assistants d'éducation. Donc, l'intérêt que peut avoir l'internat, et c'est pour ça que c'est pas forcément très clair ce que dit Éric Dupond-Moretti, l'intérêt éducatif ou l'intérêt pédagogique de l'internat, c'est avant tout pour des formations rares ou éloignées. C'est-à-dire, je pense essentiellement des formations de la voie professionnelle, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des formations de la voie professionnelle qui ne sont pas à côté de chez vous, qui ne sont pas dans votre département, qui ne sont parfois même pas dans votre région. Et là, avoir un internat à côté ou dans le cadre d'un lycée professionnel qui propose une formation assez spécifique, ça c'est une vraie plus-value parce que ça permet de recruter ailleurs que dans son petit bassin géographique. Et ça permet plus de mobilité d'élèves parce que les élèves des lycées professionnels, ils ont tendance à pas être très mobiles, ils ont tendance à aller à la formation à côté de chez eux et finalement à se déterminer sur leur métier de demain par rapport à l'offre qui est autour d'eux plutôt que par rapport à ce qu'ils voudraient faire ou à ce qu'ils pourrait réellement faire. Là, l'internat, ça a une plus-value éducative très importante. Mais on est d'accord que là, la proposition de Gabriel Attal, elle est vraiment sur la notion plus de sévérité ou en tout cas d'austérité envers la jeunesse que davantage sur le côté c'est pas austère les internats. Enfin, une fois encore, c'est pas du tout quelque chose d'austère les internats. Oui, généralement les élèves sont plutôt contents d'y être. Vous avez raison, c'est une vision que j'en ai. Vous avez raison, c'est complètement personnel. En tout cas, un regain peut-être d'austérité justement, mais peut-être de sévérité. C'est ma question. Est-ce que c'est ça vers vers lequel on va finalement avec l'ouverture des internats, ou est-ce qu'on est plus, comme vous le dites, pour la proposition, l'offre d'apprentissage qui est faite, moi j'ai le sentiment en tout cas, pour tous les mots, le réarmement civique et autres qui ont été sortis récemment, qu'on est plus vers la sévérité, on est d'accord. Les termes qui sont employés vont dans ce sens. Ils vont dans le sens d'une politique punitive et répressive. Les assistants d'éducation, moins 692 millions dans le budget. Ça va se traduire par moins 5500 postes à la rentrée prochaine d'AED et d'AESH, alors qu'on en manque déjà cruellement. Ça, alors que les AESH, pourtant il y a une annonce qui a été faite où au contraire on tenait à recruter les AESH parce qu'il en manquait terriblement. Oui, mais il n'y en a plus que 130 000, faut encore qu'il y ait des personnes qui veuillent venir. Absolument. Parce que le métier est tellement catastrophique, il est payé, on rappelle, les AESH sont payés en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Donc effectivement, on peut toujours dire qu'on va en recruter, puis accessoirement on veut en recruter, non pas pour améliorer les choses, mais parce qu'il y a de plus en plus de notifications d'élèves en situation de handicap. Donc en fait, on veut juste recruter pour
maintenir l'existant, et l'existant, il dysfonctionne déjà. Même l'existant, ça manquait terriblement, et on le savait déjà. Mais effectivement, je crois que déjà en nombre, ça ne suffisait pas, et le salaire a été réévalué, mais c'est rien. Dans mon propre lycée, dans ma propre classe, où un élève n'a pas suffisamment d'accompagnement. Donc, pardon, je vous ai coupé, mais vous le disiez, donc effectivement, 5500. 5500. Vous parliez à juste titre de l'enseignement professionnel en mettant en lien les internats qui peuvent exister dans certains lycées professionnels, et dans ce cas-là, effectivement, ils apportent un plus pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que l'enseignement professionnel aujourd'hui est en passe purement et simplement d'être détruit. La réforme de l'enseignement professionnel, qui d'ailleurs n'a jamais été discutée à l'Assemblée nationale, jamais été discutée dans l'hémicycle, cette réforme de l'enseignement professionnel est désastreuse, elle est destructrice pour ce qui est quand même une conquête démocratique majeure. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élèves avaient été soustraits à la tutelle des patrons pour pouvoir être formés dans des lycées professionnels. On est en train de supprimer ça. Je suis complètement d'accord, mais ça c'est l'objet d'une autre émission. Je sais. Et donc en fait, figurez-vous qu'on le traite tellement souvent que certains me le reprochent. Alors c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais la prochaine fois, avec plaisir, vous viendrez aussi partager ce débat. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce avec sujet. joie. Mais on va revenir et recentrer sur ce débat. Est-ce que vraiment on est davantage sur donc la répression, sur le côté où on essaye d'éloigner les jeunes de la dite délinquance pour justement les amener, en l'occurrence, cette proposition-là, c'est-à-dire à savoir l'internat éventuellement. Mais une fois encore, l'internat, ça restera une politique extrêmement, j'allais dire, minimaliste en termes de nombre. Parce que l'internat, comme je le disais, c'est extrêmement coûteux, ça demande des bâtiments. Ça, les bâtiments, c'est pas l'État, hein, donc Éric Dupond-Moretti peut toujours dire des choses. C'est pas lui qui va les construire, les internats. Ce sont les régions. Non, mais entendu, il va pouvoir peut-être sanctionner. On va y venir parce qu'en fait, qui dit autorité dit sanction. Pour nous, nous au SNAL, qui est une fois encore l'internat, ça peut être effectivement utile dans le développement d'élèves et qui finalement acquièrent une certaine autonomie ou certaines habitudes, etc., change de cadre de vie, ça c'est pas forcément toujours inutile. Nous, on l'associe pas spécialement à la sévérité ou à l'autorité. L'internat aujourd'hui, c'est vraiment plus, avant tout, une solution pratique. C'est pas une solution qui est liée, pour nous, à la justice ou au ministère de la Justice. Là, si on est sur de questions justice, parce qu'Éric Dupond-Moretti, à ma connaissance, n'est pas ministre de l'Éducation nationale, du moins pas encore, ça va peut-être changer le mois prochain, on sait rien, on ne sait pas, ça change un peu tout le temps en ce moment. Mais là, on est plutôt en train de parler de structures différentes, pas de structure éducation nationale. Dans l'éducation nationale, l'internat, ça a effectivement une utilité, mais je vois mal une décision de justice disant « et votre enfant va être mis dans un internat ». Parce qu'une fois encore, la question c'est déjà, il fait quelle formation, il s'inscrit dans quelle filière, etc. Et ensuite, est-ce qu'il y a... J'ai compris votre point de vue. On va revenir sur mon point de vue, parce que j'arriverai à avoir la réponse à ma question. Réinstaurer l'autorité en plein climat de défiance. On est en plein dedans, d'accord, pour à la fois les jeunes et les moins jeunes. Ce qui nous intéresse ici, chez School TV, évidemment, c'est tous les étudiants qui vont jusqu'au bac. Le rapport des jeunes à la police est de plus en plus compliqué. On le voit, les émeutes et la mort de jeune Naël, on l'appelle le jeune Naël, mais la mort de Naël a provoqué des émeutes très compliquées. Est-ce que c'est une réponse aussi à cela, quand on parle de réarmement civique, cette défiance, comment on fait pour pouvoir réconcilier les jeunes justement avec l'autorité et en même temps leur proposer davantage de solutions très, j'allais dire violentes, non, mais enfin en tout cas... Oui. Alors justement, je voulais en parler parce que j'ai sous les yeux la déclaration de la ministre, de la secrétaire d'État de la citoyenneté et de la ville. Oui. Elle fait référence à ce que vous évoquez. Les récentes violences urbaines de l'été 2023 ont souligné la nécessité impérieuse, etc. etc. Sabrina Agresti, c'est ça ? C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut replacer la question des internats dont on discute là en ce moment dans un contexte plus large. Bon, alors, les violences urbaines, soyons clairs quand même, hein, elles ne sont pas tombées du ciel. Il faut quand même rappeler ce qui s'est produit fin juin 2023. Un jeune de 17 ans a été tué. Il a été tué par des policiers, il a été assassiné. Ça a provoqué une vague de révolte. Bien. Écoutez, moi, je suis élu, encore une fois, dans une circonscription où je crois qu'on peut dire que des Naël, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop. Je rappelle qu'à Montfermeil, en 2005, il y avait eu également un soulèvement
suite à la mort tragique de 2 jeunes qui étaient poursuivis par des policiers, qui s'étaient réfugiés dans un transfo et qui y avaient laissé la vie. Et ils s'appelaient Zined et Bouna. Ces deux enfants, ces 2 jeunes, depuis, il y en a eu énormément. Il y en a eu beaucoup. Et énormément aussi de défiance vis-à-vis de la police. Mais vous le reconnaissez absolument. aussi. Et vous savez, d'un côté comme de l'autre. Et je voudrais citer ici un exemple très concret qui renvoie justement à ce fameux quartier des Bosquets à Montfermeil, d'où étaient originaires les 2 jeunes qui sont morts en 2005. En quelques secondes, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a peu de temps. J'ai rencontré il y a peu de temps des policiers qui travaillent au CLJ de Montfermeil, le centre de loisirs et de jeunesse de Montfermeil, qui accueille des jeunes jusqu'à 13-14 ans à peu près, et qui les encadrent pour des activités sportives et culturelles. Ce CLJ n'a jamais été pris pour cible lors de ce qu'on appelle des émeutes, que moi j'appelle des révoltes, jamais été pris pour cible. Et malheureusement, cette expérience qui remonte aux années 90, en lien avec ce qu'on appelait à l'époque la police de proximité, eh bien aujourd'hui, elle fait figure de parent pauvre. En matière de politique de maintien de l'ordre, ce qui est privilégié, c'est l'aspect systématiquement répressif. Et ça fait énormément de dégâts. On conclut avec vous, Jean-Rémy Girard. Est-ce qu'on punit trop en France ou pas ? Non, on ne punit pas trop en France. Nous, ce qu'on peut signaler en tant que représentant des personnels au SNALC, c'est que oui, il y a un souci d'autorité. On a fait une enquête auprès des collègues qui reconnaissent que l'autorité des enseignants est très attaquée. Par exemple, le ministère lui-même a fait une enquête disant que la valorisation de nos métiers dans la société est vue de manière très 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 basse par les collègues. C'est absolument catastrophique, l'enquête bien-être. Et on n'est absolument pas dans un système répressif aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a effectivement des difficultés dans certains établissements, très clairement. Je ne pense pas que c'est une politique de l'internat qui les résoudra. Je ne pense pas que ce soit relié, en fait. Mais on a aussi, et ça c'est plus nouveau, beaucoup de difficultés avec certains parents, certaines familles, notamment à l'école primaire. La dernière enquête sur les incidents, on appelle ça les incidents, c'est très joli, c'est très poli, à l'école, montre qu'à l'école primaire, en fait, un enseignant a autant de chances d'avoir une violence physique ou verbale de la part de l'élève que de la part de sa famille. Donc, je ne crois pas que le problème aujourd'hui, ce soit le côté ultra répressif des personnels de l'éducation nationale. Le problème principal aujourd'hui, c'est que les conditions de travail font qu'on n'a plus envie de venir à l'école et plus envie de s'inscrire au concours. Continuez, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Continuez. Merci à vous deux. Il faudrait être plus payé aussi. Oui, ce serait pas mal. Ça c'est certain. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Jérôme Legavre, je rappelle que vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien prof aussi de lettres. Et Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Jour dans la quotidienne, un ou une invitée et des chroniqueuses et des chroniqueurs. L'invité pour parler éducation sans langue de bois et surtout pour vous proposer des pistes de compréhension et d'action. Les chroniqueurs et les chroniqueuses pour échanger sur la littérature jeunesse, l'alimentation, le coaching, la pédagogie. À bientôt. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sylvie Zedman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie. Vous êtes conservatrice générale et directrice du Musée de la Libération à Paris, musée du Général Leclerc, le musée Jean Moulin. Merci beaucoup d'être là. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Musée de la Libération, il faut foncer y aller, ne serait-ce que pour revoir et réapprendre ou la comprendre davantage, l'histoire, notre grande histoire, mais aussi pour voir cette exposition Paris brûle-t-il, exposition qui aura lieu jusqu'en septembre 2024, c'est ça, jusqu'au 22 septembre, quand le cinéma réinvente la libération. En 66, Paris brûle-t-il, c'est un livre, finalement, au départ, de Larry Collins et de Dominique Lapierre, qui a été adapté au cinéma, c'est ça? C'est ça, c'est un livre qui connaît un succès énorme, des millions de lecteurs, mais c'est un livre de journaliste, qui est une fresque avec énormément d'anecdotes. Et 2 producteurs vont se battre, vu le succès, pour essayer d'en avoir les droits. D'un côté, Daryl Zanuck, qui a réalisé Le jour le plus long, et de l'autre, Paul Gretz,
qui est un producteur de films plutôt intimistes. Le jour le plus long, absolument fantastique aussi, ça c'est à voir bien entendu. C'est 20 ans après la libération de Paris, donc c'est très court en fait. On est encore dans une période qui est compliquée, à la fois d'admission, de recul, c'est à peine une génération. Et oui, ça va être tout le problème. Et c'est ce qu'on montre dans cette exposition avec ma co-commissaire Sylvie Lindeperg, qui est professeure d'histoire et spécialiste du cinéma. Ce qu'on montre, c'est qu'à 20 ans de distance, comment faire un film sur un événement aussi brûlant que tout le monde a encore en mémoire, tout le monde a encore des traces, même des traces matérielles dans les maisons. Ce qu'on montre, on montre tous les objets que les gens avaient encore chez eux. Donc comment faire ? C'est toute la question. Et c'est toute la finesse du réalisateur, René Clément. Alors René Clément nous propose un film absolument sublime avec un casting incroyable. Alain Delon, évidemment, dans le rôle de Chaban-Delmas. Il y a aussi Belmondo, bien sûr, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Bruno Kremer, Kirk Douglas. Enfin, que des noms absolument fantastiques qui sont là aussi pour incarner ce qu'est le cinéma français. Comment ça se passe à l'époque ? Alors, ce qui se passe, c'est que donc, ce producteur de films intimistes va s'adosser à la Paramount et va finalement faire un film à très grand spectacle, avec un énorme budget et ce casting merveilleux que vous venez d'énoncer, un casting international avec aussi des vedettes allemandes aussi. Hein. Et donc, il va falloir trouver des anecdotes, un fil directeur et puis surtout... Et d'abord, et c'est ce qu'on montre, contacter tous les acteurs encore en vie pour obtenir leur assentiment. Oui, puis alors, en fait, on le dit, hein, c'est assez un détail important, mais ça raconte aussi l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où ce film est proposé, c'est un moment assez étonnant puisqu'on va devoir filmer Paris, forcément. C'est Paris brûle-t-il, encore une fois, je rappelle le titre du livre. Et c'est le moment où je retrouve mes petits papiers, mais où le préfet de Paris de l'époque n'est autre que Maurice Papon, quand même. Et oui. C'est ça. C'est cela. Et donc on montre, parmi les archives qu'on montre, puisque c'est une exposition qui montre à la fois des archives, des objets, des documents et beaucoup d'audiovisuels, eh bien, parmi les archives, nous montrons une lettre du préfet de police Maurice Papon qui se félicite de ce travail de mémoire qui met en valeur l'histoire du pays. Donc il y a tous ces ferments, toutes ces choses qui sont des non-dits aussi. Et on s'aperçoit que c'est vraiment difficile à réaliser, ce film. Préfet de police, que je rappelle, hein, qui était ancien secrétaire de la préfecture de la Gironde, qui a organisé la déportation des Juifs pendant l'occupation. Donc on comprend la difficulté à la fois pour les producteurs, pour le réalisateur René Clément et aussi pour les acteurs, de pouvoir incarner ces personnages, ces grands résistants de l'histoire, tous ceux qui ont incarné cette occupation aussi, hein, autant du côté finalement américain, allemand qu'anglais ou français, et donc de pouvoir filmer dans les rues de Paris. Est-ce qu'on a ça? Vous racontez les lettres, les discussions. Les discussions pour arriver à filmer parce que Maurice Papon impose beaucoup de choses au réalisateur. Il faut filmer sans bruit, il faut faire une guerre qui ne fasse aucun bruit. Et donc là, il va falloir qu'il y ait des artificiers, des effets spéciaux pour faire cette guerre sans bruit. Il faut que le tournage ait lieu au mois d'août. Il faut qu'il ait lieu à des heures au petit matin. Et ça n'empêche pas toute une foule de venir regarder en ayant des sentiments mitigés. Pour les enfants, c'est la fête. Mais c'est vrai que pour les adultes, ça rappelle des souvenirs. On parle d'un film, hein, on ne parle pas d'un documentaire. Quel rapport le film entretient justement avec la vérité, la réalité de l'histoire? Alors avec la réalité, parce que la vérité c'est encore autre chose. Mais en tout cas, toute la finesse de René Clément, ça a été d'introduire à l'intérieur même de son film, donc un film de fiction quand même, avec des anecdotes, mais qui reste un film de fiction, d'introduire des extraits de films de 1944. C'est-à-dire que le spectateur qui a vu forcément les films réalisés en 1944 sur le vif, qui ont été pris sur le vif, va pouvoir ressentir en fait la même émotion qu'il avait ressentie à l'époque, et ce, dans un film de fiction. C'est quand même assez merveilleux. Intégrer les films de 1944, ça veut donc dire partir à la recherche d'archives. Eh oui, parce qu'en 1944, des reporters, des cinéastes sont passés dans les rues de Paris avec des opérateurs et ont filmé ce qu'ils voyaient. Et donc ça s'appelle le journal de la résistance, la libération de Paris. On a ces rushs et on a ces films. Et donc on peut voir comment René Clément a joué avec des images anciennes et
réels, authentiques, et il les a replacés, recontextualisés dans sa fiction. Alors évidemment, il y a des photos absolument incroyables du tournage de ce film. Il y a des photos de l'époque qu'on peut retrouver lors de cette exposition, et puis des objets. De temps en temps, on se dit pourquoi la présence d'objets? Est-ce que finalement ça provoque quelque chose? Eh bien, on se rend bien compte que rien qu'un téléphone abandonné sur une table, tout de suite on est plongé dans l'histoire, dans la réalité de ce qu'est la résistance. Tout à fait. Ce bruit. Tout à fait. Et ces objets, ils sont là pour incarner ce qu'a été cette libération, ce moment de joie, cette effervescence et ce moment dangereux aussi, ce moment risqué de la libération de Paris. Et notamment, on présente une petite robe taille 2 ans. Ouais. On l'a en photo. Hein. Ouais. Une petite robe de la Libération qui a été portée par une petite fille. Sa grand-mère lui avait faite spécialement pour cette occasion-là, pour qu'elle la porte le jour de la Libération de Paris. Et on a été très émus parce que l'ancienne petite fille, qui aujourd'hui a 80 ans, est venue voir cette robe. Et elle l'a reconnue tout de suite. Bien sûr, elle est venue voir la robe qu'elle nous avait donnée. Et le petit cabas, c'était à elle aussi? Alors c'était à une autre résistante qui a confectionné ce petit cabas exprès, elle aussi, pour ce jour merveilleux, avec une croix de Lorraine, avec le coq, avec les cigognes, enfin vraiment quelque chose de très, très, dans l'événement. Et elle l'a fait signer le jour même par un soldat FFI et par un soldat de l'armée de Leclerc, de la 2e DB. Et donc, ces objets-là sont présents dans l'exposition pour rappeler la matérialité. Mais les objets étaient encore dans les familles à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait chez soi des traces de la libération de Paris. Alors comment ça se passe? Parce que faire une exposition autour d'un film, j'allais dire, c'est pas anodin. Bon, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est un très grand film, certes. Beaucoup probablement l'ont vu, peut-être pas forcément toutes les générations. Lorsqu'on fait une exposition autour d'un film, comment on fait? On a des extraits longs pour pouvoir comprendre et se remettre dans le contexte. On a des explications. Il faut faire appel à un guide. Comment vous avez organisé cette exposition? Alors, l'idée, c'est de présenter donc à la fois des archives, des documents, des objets qui contextualisent, et évidemment, c'est le film qui est au centre de l'exposition, donc il y a beaucoup d'écrans. On a fait en sorte qu'il y ait une application sur téléphone pour que les gens ne soient pas gênés par le bruit et qu'ils puissent écouter tranquillement, depuis leur téléphone, les sons synchronisés. Et on a des extraits de films qui sont expliqués. Autrement dit, on utilise le savoir de Sylvie Lindeperg pour expliquer chacune des scènes qu'on a choisi, qui représente quelque chose, un sujet. Et donc, elle intervient à l'écran, on passe la scène, et elle réexplique après, de façon à ce qu'on comprenne bien l'entièreté de la démarche du réalisateur et la puissance du jeu des acteurs. Parce que ça, c'est formidable aussi. Organiser une exposition, ça ne se fait pas ni en une semaine, ni en un mois. Ça prend du temps. Et pour autant, donc c'est l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Paris, bien entendu. Mais en plus, avec les événements aujourd'hui que l'on connaît, forcément, le mot résistance a une toute autre, j'allais dire, résonance, toute assonance, si je peux me permettre. Comment vous interprétez ça? Comment vous le prenez aujourd'hui? Et comment vous arrivez à pouvoir en parler aussi avec vos visiteurs? Alors, on a un visitorat qui est un visitorat, je dirais, convaincu, qui sait ce qu'il vient voir. Et donc, pour lui, il n'y a pas de double langage. Pour lui, le mot résistance, il est bien adapté à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et là-dessus, on est bien clair et on ne sort pas de ce cadre-là. Et il est bien évident que, pour moi, un musée, c'est un lieu de débat. Donc, pourquoi pas un débat sur les mots? On a eu déjà des débats sur le mot héros. Je pense qu'on va bientôt en avoir un sur le mot résistance. Pourquoi pas? Disons qu'en fait, ça fait la une actualité, donc pourquoi pas? Et aussi d'ailleurs des dîners en famille. Donc effectivement, ce serait peut-être l'occasion de le faire pour pouvoir en parler. Un débat sur le mot héros, pourquoi? Parce que nous sommes un musée qui présente des parcours de héros. Mais finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne naît pas héros. On le devient. Et donc, c'est vraiment intéressant de se pencher sur à la fois ces parcours, avec ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont surtout de différent, pour aboutir à ce héros, tout ce que vont mettre en œuvre et tout ce que vont faire ces hommes et ces femmes, mais aussi se poser la question de l'acceptation par la société. Et c'est la société qui fait le héros, c'est pas le héros qui fait le héros.
Voilà. Important, la notion de transmission, que l'on soit effectivement enseignant, maître de conférence ou bien justement commissaire d'une exposition ou directrice d'un musée comme celui du Musée de la Libération. Transmettre toujours et encore, il le faut plus que jamais à travers des façons peut-être un peu différentes, peut-être. Vous avez raison. De façon différente parce qu'il n'y a plus les anciens pour porter le discours. Donc maintenant, il y a, les historiens sont plus à même de porter un discours, mais en même temps, ils n'ont pas le relais émotionnel incroyable qu'étaient les anciens. Donc il faut transmettre en sachant qu'il va falloir trouver de nouveaux modes. Nous, au musée, on essaye de trouver des modes plus interactifs, en utilisant le numérique, par exemple. On a des visites virtuelles, donc on essaye de trouver le moyen qui va parler et qui va susciter la curiosité. Une fois qu'on a gagné la curiosité, on a tout gagné. Comment ce film Paris brûle-t-il de René Clément a influencé la perception populaire de la Libération et surtout de la résistance française ? Alors, c'est pas seulement la perception de la résistance française, c'est la perception générale de la libération qui s'en est trouvée complètement modifiée. Et en fait, on montre de manière très pertinente, à mon avis, que avec ce film, on est passé dans une autre dimension. Et d'ailleurs, Jacques Chaban-Delmas le dit très bien. Hein, à partir du moment où ce film sort, 1966, dit-il, à partir du moment où ce film sort, c'est fini. Ce sont les acteurs qui vont avoir libéré Paris, plus vraiment les témoins. Donc il a bien compris qu'il y aurait quelque chose qui allait se jouer. Et en même temps, il en est content parce que ça inscrit cette libération de Paris dans la mémoire longue. Et encore aujourd'hui, quand on pense à la libération de Paris, et surtout aujourd'hui, on n'évoque pas les images de 1944, on évoque les images du film. René Clément a gagné. René Clément a gagné et Alain Delon l'a souvent dit d'ailleurs, c'était un des plus beaux films de sa vie, un des plus grands rôles de sa vie, porter celui de Chaban bien sûr, celui d'un grand résistant, celui de quelqu'un qui avait envie que les lignes bougent. Aujourd'hui on pourrait se poser cette question ou pas, c'est ma question donc, de savoir si finalement parler de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est encore difficile aujourd'hui. Est-ce qu'il faut pouvoir continuer chaque jour de réécrire, enfin pas de réécrire d'ailleurs, de réapprendre l'histoire pour pas qu'elle soit réécrite? Oui, alors l'histoire elle est réécrite. Hein. Enfin, il faut aussi bien comprendre que le fait de faire des recherches, ça permet d'avancer et donc d'évoluer sur certains points. Bon, alors on connaît le schéma général, on le connaît. Bien sûr. Mais sur des précisions, on avance toujours et ça c'est merveilleux. C'est le travail des historiens. Donc il y a cette partie-là. L'histoire c'est une science en mouvement. En même temps, il y a des questions fondamentales de citoyenneté et d'éducation, et nous, on est là pour ça. Les musées sont là pour ça, pour passer cette histoire, pour la transmettre, mais pas n'importe comment, dans le sens où nous donnons toutes les clés pour que le citoyen d'aujourd'hui ou le citoyen de demain, parce qu'on touche les jeunes, puisse comprendre le monde d'aujourd'hui. Comprendre l'histoire pour pouvoir comprendre effectivement notre présent. Des éléments aussi importants que l'on peut retrouver pour les enseignants, pour tous ceux qui aident les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à comprendre l'histoire. Peut-être que l'on retrouve au musée de Paris et aussi au musée de la Libération de Paris, et peut-être aussi sur Internet qu'on peut récupérer pour ses propres cours. Bien sûr, on a des ressources à destination des enseignants, de façon à ce qu'ils puissent faire des visites en autonomie, ou bien faire des visites guidées. On propose des visites guidées. Et on propose aussi des ateliers. Ce qu'on cherche à montrer, on cherche à les aider avec cette exposition. On cherche à les aider à mettre en perspective les images. C'est-à-dire à montrer en quoi les images peuvent dire au-delà que ce que dit simplement le texte. Et ça, c'est très intéressant. On a pris des exemples et ça, les enseignants pourront s'en emparer pour montrer à quel point, de façon très diffuse, hein, on touche la perception sans qu'en fait les choses soient prononcées. C'est parfaitement intéressant.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie Zedman, pour nous parler de cette exposition sur le film Paris brûle-t-il quand le cinéma réinvente la Libération. Donc, Sylvie, vous êtes conservatrice générale et directrice du musée de la Libération, musée du Général Leclerc et musée Jean Moulin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de rendre hommage à tous nos grands résistants. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'humoriste et musicien Redouane Arjan. Aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? J'aurais bien aimé être cuisinier ou avocat. Et à quel moment tu t'es dit ça sera pas ça, ça sera autre chose? Ça s'est pas fait parce que mon envie d'être dans le mon envie théâtrale a pris le dessus bien très tôt, très tôt. Oui, tu arrêtes l'école à 14 ans. Ouais. Et à ce moment-là, tu te diriges directement au Conservatoire national de Metz? Je fais le conservatoire, ouais, j'arrête l'école très tôt, je fais le conservatoire. Juste avant, je prenais des cours de théâtre au Trinitaire, qui est une salle à Metz, une salle de spectacle. Et puis après... de jazz? Et après, je pars faire... alors, j'arrête l'école à 14, je reprends un cursus en candidat libre dans un lycée sur les pédagogies alternatives. Et puis après, je reviens dans la région, je vais en Lorraine, à Nancy, je fais l'école de jazz de Nancy, l'école de musique de Nancy. Et puis après, je rejoins un pote que j'ai rencontré au lycée à Paname. À 20 ans à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et lui, il fait le cours Florent. Et moi, pour pas vraiment faire comme lui, je fais les cours Simon. Et là, ça se passe comment? Et là, ça se passe... Rosine Marga est encore vivante, la femme de René Simon. C'est une belle femme, une belle vieille dame qui prend soin de son écrin, de son école, de ses élèves, qui me prend sous son aile, qui me fait passer donc les auditions, et puis après me fait sauter une année. Ah oui. Voilà, j'adore. Je découvre Britannicus, je découvre Néron. Je m'imagine tragédien. Comment t'arrives à l'humour alors? Eh ben, j'arrive à l'humour. Pour moi, l'humour, c'est plus solo, quoi. Comment j'arrive à passer du solo, quoi. Le théâtre, la magie du théâtre, c'est que c'est collectif. Tu peux te reposer sur tes camarades. Tu peux interpréter plusieurs personnages dans la même pièce. Et là, t'avais envie d'être seule, en fait? C'est pas tant que j'avais envie d'être seul, c'est que à un moment donné, être ensemble, ça implique des sacrifices. Je sais pas, je me voyais pas vivre en troupe. Je me voyais pas vivre en troupe. Je sais pas, à cette époque-là, en tout cas, à ce stade-là de ma vie. Et puis après, au fur et à mesure où je me voyais pas vivre en troupe, je me retrouvais confronté au fait que je travaille pas. Et donc, du coup... Il fallait travailler. Et qu'il fallait travailler. Et donc, du coup, je me suis mis à travailler pour moi, à écrire pour moi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Redouane Arjan pour la suite de Souvenirs d'écolier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Je voudrais que vous puissiez nous présenter rapidement cette plateforme qui fait plein de choses au service des jeunes et des moins jeunes pour l'engagement, le mentorat et le bénévolat. Est-ce que vous voulez bien nous présenter jeveuxaider.gouv.fr? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Philippine. Alors jeveuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat. Donc son objectif, c'est de mettre en relation d'une part des personnes qui ont envie d'agir avec des besoins d'organisation de toute nature sur des missions d'intérêt général. Donc aujourd'hui, ça se traduit par un petit peu de magie, d'intelligence dans une mise en relation entre des besoins de personnes qui ont de 16 à tous les âges, qui ont envie de s'engager pour l'environnement, pour la solidarité, pour un certain nombre de thématiques, et puis des besoins d'organisation de différentes natures. Ça peut être des associations, des collectivités, des organisations publiques qui ont des missions d'intérêt général et qui ont besoin de bénévoles pour pouvoir les réaliser. Et donc nous, notre mission, c'est vraiment de mettre en relation ces deux mondes, les besoins et les envies d'agir ensemble. Tu viens d'évoquer le rôle des professeurs qui visiblement t'ont aidé. Comment est-ce que tu envisages leur rôle et plus largement celui de l'éducation dans la lutte contre les inégalités sociales ?
Il faut tout un village pour éduquer un enfant et forcément, les professeurs ont une grande place. Moi, je sais que c'est des professeurs, parce que c'était les personnes qui étaient autour de moi qui avaient des outils pour comprendre le système scolaire, pour voir toutes les voies qui étaient possibles, qui m'ont aidée. Mais ça a été aussi le travail de travailleurs sociaux, des personnes de la mairie, de la maison de quartier, du centre social, des activités sportives et culturelles. Bref, tout ce village-là où les professeurs ont une place prédominante, puisqu'on les voit presque plus que nos parents quand on est au collège ou au lycée. Donc leur place est extrêmement importante. Je sais qu'on leur demande beaucoup, mais c'est pour ça que moi je dis tout le temps aux personnes qui me suivent, allez leur dire merci, remerciez-les. S'il y a un prof qui a changé votre vie à un moment donné, dites-lui merci, parce que je sais qu'ils ne se rendent pas forcément compte souvent de l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur leurs étudiants. Dans le message que vous passez aux entourages, si je résume, c'est de l'amour, de la confiance, de la patience. Absolument, il faut s'armer de patience. Ouais. C'est très très difficile pour l'entourage. C'est vraiment c'est un tremblement de terre. Sentiment d'impuissance. Oui, et puis les parents ont envie de pousser, ont envie Bon, il faut s'en sortir, mais il faut attendre. On donne 3, 4, 5 ans de soins, de prise en charge, vraiment, en sachant que la moitié des jeunes gens ne sont pas suivis. Donc, voilà. Faute de médecins, faute de structure. Faute de médecins, faute de lieux et faute de tout ce qui entoure, en fait, ces maladies, ces groupes de maladies, des tabous. On n'ose pas en parler, on protège un peu, on cache, on voit sa gamine vriller et puis on la protège et puis on discute avec elle. C'est pas grave, tu manges pas, mais bon. Donc oui, il y a un manque de lieux, de soins, une prise en charge et puis les entourages, tous les entourages, que ce soit au sein des familles et dans les établissements scolaires aussi. Alors justement, aujourd'hui, en chiffres, je vais aider.gouv.fr, ça représente quoi ? Alors, en volume, c'était les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, c'est quand même 550 000 bénévoles, c'est assez considérable, et 13 800 organisations. Ça ne fait qu'augmenter ? Ça ne fait qu'augmenter, les gens s'inscrivent de plus en plus, et les associations aussi, donc on a un volume qui croît, et ces deux mondes qu'on essaye de mettre en relation, ça se traduit au quotidien par 550 mises en relation tous les jours, qui sont faites grâce à la plateforme, entre un bénévole et le besoin d'une organisation. Donc ça, c'est les grands chiffres d'activité, et puis après, il y en a peut-être un, moi, qui me semble intéressant à vous présenter, c'est celui des personnes qui font du bénévolat pour la première fois grâce à la plateforme. Ouais. Ils sont 28% de nos utilisateurs à avoir fait leur première mission de bénévolat grâce à la plateforme, et chez les jeunes, ça monte à 34%, donc des moins de 30 ans qui font leur première mission de bénévolat grâce à la plateforme. Donc on est le premier contact vers le bénévolat d'un certain nombre de citoyens, et puis après, on a pas mal de chiffres qui montrent qu'ils ont envie de continuer et ils continuent. Quelle est la prochaine étape pour Youngses ? On a vu l'application. Est-ce que demain, tu as envie qu'il y ait des rendez-vous ? Il y en a peut-être déjà des rendez-vous un petit peu partout en France ? Des conférences, Youngses ? La mettre à l'international. Allez ! Un objectif, ouais. T'as déjà le nom, Youngses, en plus. C'était déjà pensé pour l'international, Youngses. Ouais. Un partenariat avec des entreprises, avec l'État même, pourquoi pas ? Bien sûr. Ça pourrait être cool. Ils t'ont contacté ? L'État ? Ouais. Non, j'ai juste reçu une lettre du président. Juste reçu une lettre du président Macron. Qu'est-ce qu'il disait ? Que ça le touchait de voir des personnes comme moi s'investir dans le bien-être de la population et qui m'invitait à continuer. Du coup, ça m'a fait. Il t'invite à continuer. La question à $10 000 maintenant. Est-ce que tu lui as répondu ? Est-ce que tu lui as dit merci pour toutes ces louanges, monsieur le président, mais j'aimerais bien vous voir maintenant ? Je lui ai pas répondu. Mais il faut. Mais oui, j'espère le faire. Il faut se faire aider parce qu'il y a des maladies qui rôdent autour de ça. La dépression, dites-vous, qui n'est jamais loin, je vous cite. Oui, la dépression n'est jamais loin. De toute façon, il y a un fond dépressif. Il y a des violences aussi, des violences sexuelles qui ont pu avoir lieu. Donc il faut déceler. Il faut investiguer tout ça. Il faut chercher, en fait, il faut vraiment chercher. Il ne faut pas rester tout seul en tout cas. Et des dégâts au corps qui parfois ne se rattrapent pas, notamment, alors vous l'avez cité avec l'anorexie mentale, quand ça arrive à certains moments, notamment quand on est en pleine croissance, il y a des centimètres perdus à jamais. Perdus à jamais, on perd ses cheveux, on perd ses dents, on a des problèmes cardiaques, on a des problèmes... Enfin, le corps se bat contre cette maladie, se bat et se met un peu en veille, donc le cœur ralentit. On perd ses cheveux, on a froid, la température baisse, donc elle se recouvre de duvet. Tout est à l'arrêt, tout est
parce qu'il faut survivre. Et donc ça, Et ça laisse des dégâts. Ça laisse des dégâts. Une bonne façon pour les entourages de comprendre ce qui se passe, vous prenez la comparaison, vous dites c'est comme des addictions, c'est comme l'alcool ou comme la drogue, ça envahit absolument tout le quotidien. De la même façon que quand on prend aussi un premier verre d'alcool, c'est un petit effet anxiolytique, c'est sympa, on va mieux. C'est un peu comme ça que ça peut fonctionner, notamment pour les boulimiques. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que disent les pédopsychiatres au début et les addictologues. Au début, on prend un verre et puis après on sent mieux et ensuite on est parti. Et après la bouteille passe, et en fait, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, c'est exactement pareil. Il y a une forme d'addiction. Et d'ailleurs, il y a des prises en charge qui se font dans les services d'addictologie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur de vous avoir. J'ai bien noté pour Secret Story, promis. Je ne regarderai peut-être pas tout. Non, vous, c'est Marié au premier regard et Je plus sois. C'est une très bonne émission. C'est vrai. Dans le genre, effectivement. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Héloïse Merlin. Laure Audemont au maquillage. Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.